Alors, on s'attaque à un monument aujourd'hui, un livre qui peut être intimidant mais qui est absolument passionnant. L'histoire de la philosophie occidentale de Bertrand Russell. Ah oui, c'est une sacrée brique. C'est une sacrée brique, presque 1000 pages, 2500 ans de pensée. Alors évidemment, l'objectif, ce n'est pas de tout résumer, ce serait impossible. Et indigeste, soyons honnêtes. Et un peu indigeste, voilà. L'idée, c'est plutôt d'aller chercher le cœur du réacteur, de suivre la grande intuition de Russell. C'est-à-dire montrer que les idées, elles ne naissent pas de rien. Elles sont le produit de leur époque. Oui, et c'est ça qui rend son livre si puissant. Ce n'est pas juste un catalogue de doctrines les unes après les autres, non. Russell nous donne une carte, et surtout une boussole. Il cherche constamment le fil conducteur. Les grandes tensions, Les grandes tensions, exactement, le conflit entre la raison et la foi, l'individu et la société. Et notre mission aujourd'hui, c'est de suivre ce fil avec lui. On va voir que ces questions, posées il y a des millénaires, sont en fait toujours les nôtres. parfait. Et pour commencer, il faut bien définir le terrain de jeu. Qu'est-ce que c'est, au fond, la philosophie? Russell a une image que je trouve géniale pour ça. Le no man's land? Le no man's land, exactement. C'est une métaphore incroyablement éclairante. Il dit que la philosophie, c'est cet espace incertain, coincé entre la théologie d'un côté et la science de l'autre. D'accord. La théologie, c'est le domaine du dogme, des affirmations sur des choses qu'on ne peut pas connaître. La science, à l'inverse, c'est ce qu'on peut vérifier, la connaissance certaine. Et entre les deux, Il y a ce champ de bataille, attaqué des deux côtés, les scientifiques qui disent ce n'est que de la spéculation, et les théologiens qui disent ça ne repose sur aucune révélation. c'est tout à fait ça. La philo prospère là où il n'y a pas de certitude, mais où on exige quand même des réponses rationnelles, pas juste basées sur l'autorité. Les grandes questions, en fait. Les questions ultimes, oui. L'univers a-t-il un but? Le monde est-il juste de la matière ou y a-t-il un esprit? Ce sont ces questions qui animent ce fameux No Man's Land. Et cette bataille, elle commence très fort, dès les origines, avec un choc des titans chez les premiers penseurs grecs. Un conflit qui va structurer toute la pensée occidentale. D'un côté, vous avez Héraclite. Pour lui, la seule réalité, c'est le changement, le flux permanent. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. C'est ça, tout bouge, tout se transforme, rien n'est stable. Et de l'autre côté du ring, Parménide, qui dit l'exact opposé. Ah oui, là, c'est radicalement l'inverse. Pour lui, le changement est une illusion de nos sens. La seule chose réelle, c'est l'un, un être éternel, immuable. Le reste n'est qu'apparence. On ne peut pas être plus aux antipodes. L'un dit tout bouge, l'autre rien ne bouge. C'est une impasse totale. Comment on sort de là? Et c'est là que le génie de Platon entre en scène. Sa fameuse théorie des idées, en fait, c'est une tentative spectaculaire de réconcilier les deux. D'accord. En gros, Platon dit « Vous avez raison tous les deux, mais vous ne parlez pas du même monde ». Il va postuler deux niveaux de réalité. D'un côté, le monde des idées, des formes, c'est le monde de Parménide, éternel, parfait, accessible que par l'intellect. Le vrai monde, en quelque sorte. L'idée parfaite de la table, du cercle, exactement. Et de l'autre côté, il y a notre monde, le monde sensible, celui d'Héraclite, où tout change tout le temps. Mais ce monde-là n'est qu'une copie, une ombre imparfaite du monde des idées. C'est une synthèse magistrale, en fait. C'est brillant. Et Russell souligne bien que cette idée d'une réalité supérieure, presque mathématique, ça vient directement de Pythagore. C'est vrai, on oublie que Pythagore n'était pas qu'un matheux, c'est un mystique. Tout à fait. Pour lui, les nombres étaient la substance même de la réalité, l'harmonie secrète de l'univers. Platon est fasciné par cette idée d'une vérité parfaite accessible par la pure raison. Et ce qui est fou, c'est que cette quête d'un ordre parfait, ça ne reste pas dans les nuages. Ça redescend très vite sur Terre, dans la politique. Je pense à l'opposition que Russell développe entre Sparte et Athènes. Ah, c'est absolument central chez lui. Il utilise ça pour illustrer une autre grande tension, la cohésion sociale contre la liberté individuelle. Athènes, c'est le débat, la démocratie, l'individu. Le chaos, oui. Et Sparte, c'est l'inverse. Une machine militaire où l'État est tout et l'individu n'est rien. Russell adore citer les détails de Plutarque sur la vie à Sparte. C'est surréaliste. Ah oui, c'est fascinant. La monnaie en fer, impossible à transporter pour tuer le commerce. Les maris qui doivent retrouver leur femme en cachette pour que le désir reste intact. Et le plus troublant. L'eugénisme d'État. Oui, cette idée de prêter sa femme à un guerrier plus valeureux pour avoir de meilleurs enfants pour la cité. Basé sur l'élevage de chevaux en plus.
C'est glaçant. C'est glaçant. Mais le point crucial de Russell, c'est de montrer que la République de Platon, son plan pour une cité idéale, c'est une transposition philosophique du modèle spartiate. Ah oui. Complètement. La censure des poètes, l'éducation contrôlée par l'État, la primauté du collectif sur l'individu, tout ça, ça vient de Sparte. C'est quand même incroyable. Un des textes fondateurs de notre philosophie qui s'inspire d'un régime qu'on qualifierait de totalitaire aujourd'hui. Ça casse un peu le mythe, hein. Ça montre que même la philosophie la plus abstraite est une réponse aux problèmes concrets d'une époque. Et cette question de l'équilibre entre l'ordre et la liberté, elle ne nous a jamais quittés. Et cette idée d'un ordre parfait, d'une vérité qui vient d'en haut, elle va connaître son apogée des siècles plus tard, dans un autre contexte, celui de l'Église catholique au Moyen-Âge. Oui, Russell décrit la synthèse médiévale comme un alliage de trois choses: l'histoire juive, la philo grecque et le gouvernement romain. Au cœur de ça, il y a la scolastique, avec Thomas d'Aquin comme figure de proue. Sa mission, c'était de réconcilier la raison d'Aristote et la foi chrétienne. C'est ça. Mais Russell est assez critique. Il parle d'une démarche en partie, et je cite, « insincère ». C'est un mot fort. Insincère. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que pour les scolastiques, la raison n'est pas un outil d'exploration libre. C'est un instrument pour justifier les conclusions qui sont déjà fixées par le dogme. On connaît la réponse avant de poser la question. Voilà. La raison ne sert qu'à construire un argumentaire. Elle n'a pas le droit de remettre en cause la conclusion. L'exemple qu'il donne est terrible. Sur l'indissolubilité du mariage? Exactement. Pour la défendre, Thomas d'Aquin explique que le père est nécessaire à l'éducation parce qu'il est, je cite, plus rationnel que la mère et plus fort pour infliger les punitions physiques. C'est un exemple parfait. On plaque un raisonnement qui a l'air logique sur une conclusion dictée par le dogme. L'argument est juste un habillage. Précisément. Et c'est pour ça que la rupture de la Renaissance, avec Machiavel, est si violente. D'un coup, on change de logiciel. Ah oui, là c'est un séisme. On passe de comment justifier le pouvoir par Dieu à comment prendre le pouvoir et le garder. Point. C'est un basculement complet. Machiavel, dans Le Prince, il ne se pose plus la question de la légitimité morale. Il observe froidement ce qui fonctionne, et ce qu'il dit au prince est scandaleux pour son époque. Il lui dit d'être prêt à agir contre la foi, la charité, la religion. Pour sauver l'État, oui. Il dit même qu'il est très utile de paraître religieux, car le peuple l'aime ça, mais qu'il ne faut surtout jamais se laisser lier par ses principes. Et Russell le voit comme un cynique ou comme un scientifique du politique? Plutôt la deuxième option. Pour lui, Machiavel est le premier à séparer la politique de la théologie, à la regarder de manière empirique en se basant sur l'observation. C'est une étape cruciale vers la modernité. Et cette modernité, elle explose avec la révolution scientifique. Et surtout, avec une figure qui dit « table rase ». On jette tout et on recommence à zéro. Descartes. Descartes, c'est le point de départ de la philosophie moderne pour Russell, justement pour ça. Il ne s'appuie plus sur l'autorité des anciens, il veut tout reconstruire sur le seul fondement de sa propre certitude. Le fameux « je pense, donc je suis ». Exactement, sa démarche de doute radical, c'est d'une audace folle pour l'époque. Douter de tout jusqu'à trouver une seule chose qui résiste, et cette chose, c'est sa propre pensée. Cette confiance absolue dans la raison de l'individu, c'est ça le marqueur de la modernité. Oui, et Russell fait un parallèle très intéressant avec la réforme protestante. C'est le même geste. Luther qui oppose sa conscience à l'autorité de l'Église. C'est l'individu qui devient le juge ultime. C'est ça. C'est une libération immense. Mais Russell y voit aussi un danger. Une fois que la subjectivité est lâchée dans la nature, elle peut devenir, c'est son mot, anarchique. Et si on pousse cette logique du doute jusqu'au bout, on arrive à un philosophe qui va tout faire exploser. David Hume. Ah, Hume, c'est celui qui va au bout de la démarche empiriste, l'idée que tout vient de l'expérience et qui en tire des conclusions dévastatrices. Il s'attaque au cœur du réacteur de la science, la causalité. C'est ça. Son argument est simple et implacable. Vous voyez une boule de billard qui en frappe une autre, vous dites A est la cause du mouvement de B. Ben oui. Mais, dit Hume, qu'est-ce que vous avez vraiment vu? Vous avez vu une succession d'événements. A touche B, puis B bouge. Le lien de cause à effet, la connexion nécessaire, vous ne l'avez jamais vu. Vous la supposez, par habitude. Attendez, mais c'est énorme! Le fait que le soleil s'est levé tous les jours ne prouve pas logiquement qu'il se lèvera demain. Logiquement, non. C'est juste une croyance très forte, basée sur la coutume. Rien de plus. C'est un tremblement de terre. Ça veut dire que les lois de la physique ne sont que des habitudes de notre esprit? La science s'effondre. Elle perd son fondement rationnel, oui. Et pour Russell, c'est un tournant. Cette destruction de l'empirisme par Hume ouvre la porte à ce qu'il appelle une grande explosion de foi irrationnelle. C'est-à-dire?
Si la raison est impuissante, alors pourquoi ne pas se fier au sentiment, à l'intuition? C'est la voie que va prendre Rousseau, par exemple. Et la philosophie se fracture en deux. Ceux qui ignorent le problème et ceux qui, comme Kant, vont essayer de sauver la raison de ce scepticisme. Quel parcours! En prenant du recul, on voit vraiment ces grandes lignes de faille que Russell dessine. Cette tension entre la quête d'un ordre éternel et l'acceptation du changement. Absolument. Cette lutte entre la soumission à l'autorité collective et l'affirmation de la conscience individuelle. Et bien sûr, ce duel permanent entre la foi et la raison. Et à la toute fin de son livre, Russell nous laisse avec une idée presque plus vertigineuse encore, qui vient de philosophies plus récentes comme le pragmatisme. Une idée qui change les règles du jeu. Complètement. Le pragmatisme suggère qu'une croyance n'est pas vraie parce qu'elle correspond à une réalité extérieure. Non, une croyance est vraie si elle est utile, si elle produit des effets positifs dans nos vies. Donc la vérité n'est plus quelque chose qu'on découvre. Mais quelque chose qu'on fabrique, un instrument. Ce qui nous amène à une question finale assez provocatrice pour la réflexion. Oui, si après 2500 ans de quête de la vérité avec un grand V, on en arrive à se demander si la vérité se découvre ou si elle se crée. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos propres convictions? Sommes-nous les gardiens d'une vérité éternelle qui nous dépasse ou sommes-nous les architectes d'une vérité utile qui nous sert? La question, je crois, reste ouverte.